Tous les animaux qui sont habitués à vivre en groupe possèdent naturellement un sens de l'organisation sociale. Cela détermine leur comportement et leur rôle au sein du groupe. Il existe entre les chevaux un ordre très clair qui établit les hiérarchies et dont le but est d'assurer le bien-être et la pérennité du groupe tout entier. L'organisation des chevaux est aussi évidente que nécessaire. Il a été prouvé qu'un groupe de chevaux à l'état sauvage dépasse rarement les 15 individus. Dans chaque harde, on trouve un cheval dominant, le plus souvent une jument, qui sert de guide. C'est un animal fort, en bonne santé et qui a de l'expérience. Son rôle est d'orienter la harde vers les bons pâturages, de choisir des chemins sûrs, de trouver des points d'eau fraîche, ou encore de savoir repérer un abri contre les intempéries, la chaleur ou le harcèlement des insectes. Le leader n'est pas chargé de protéger le groupe contre les prédateurs ou d'autres dangers. Ça, c'est le rôle de l'étalon. Il est assez rare de trouver des chevaux dominants âgés de moins de 2 ans. Cela peut arriver dans des hardes où on ne trouve pas d'adultes. Mais dans la plupart des cas, l'expérience permet aux plus âgés d'assurer leur dominance sur les plus jeunes. Il est fréquent qu'un cheval qui a été leader à un moment prenne ensuite une autre place dans le groupe. Cela arrive quand le cheval vieillit et que ses forces physiques et psychologiques s'amenuisent, et avec elles, la faculté d'assumer des fonctions fondamentales pour la vie du groupe. Ses besoins diminuent et divers problèmes physiques le disposent davantage au repos qu'à un surcroît d'activité. Une fois identifié le leader d'une harde, on peut observer que les autres chevaux respectent également une certaine hiérarchie dans le groupe. Cela se manifeste clairement quand le groupe se déplace, par exemple. Chacun des individus de la harde conserve toujours la même position. Lorsqu'une harde déjà formée qui vit depuis longtemps au même endroit change d'emplacement, les chevaux se déplacent selon l'ordre qui était précédemment établi. Cet ordre est également respecté lorsque les chevaux pénètrent dans un enclos. Mais il peut changer lorsqu'un cheval se trouve près de la sortie et sort en premier, mais l'ordre sera rétabli immédiatement. Derrière le leader vient se placer un animal qui se laisse guider par le premier, mais à son tour, capable de guider le suivant. Le troisième se laissera guider par celui qui le précède, mais devra guider celui qui le suit, et ainsi de suite. Il est intéressant d'observer que lorsqu'une harde se déplace, le cheval qui se trouve au milieu a tendance à suivre celui qui le précède directement, et non pas celui qui mène le groupe. Si ce cheval décide de changer de route et de prendre une direction différente de celle du groupe de tête, les chevaux qui sont derrière lui suivront aussi cette nouvelle direction. Cette manœuvre est très utile lorsque la harde court un danger, car cela permet de dérouter les prédateurs qui la menacent. À l'arrière du groupe, on retrouve les chevaux les plus vieux, ceux qui ont le moins de caractère, ou ceux qui, tout juste arrivés, ne se sont pas encore intégrés. Dans un groupe donné de chevaux à l'état sauvage, les agressions mortelles sont rares, car le phénomène de groupe assure une meilleure protection face aux menaces naturelles. C'est lorsque le groupe dépasse les 15 chevaux que des conflits commencent à apparaître. On pourra voir des scènes de rivalité, des coups de pied, des morsures et des violences non ritualisées. Ces réactions se vérifient en particulier lorsque les chevaux pénètrent dans un espace réduit comme un enclos, ce qui limite l'espace vital de chacun. En temps normal et dans de grands espaces, les agressions sont très rares,
car les animaux jouissent d'un espace sans empiéter sur celui des autres. Il peut arriver qu'une relation très forte se crée entre 2 ou 3 chevaux et que l'un d'entre eux devienne le guide et protège les autres. Lorsqu'un groupe d'étalons se forme, ceux qui ont déjà été en groupe auparavant ont tendance à adopter un groupe d'individus plus jeunes à protéger, comme s'il s'agissait de leurs juments. La vigilance, fonction très importante, est exercée par divers individus selon les situations. On peut observer qu'au moment où le groupe mange, il y en a toujours un qui veille. De la même manière, lorsque le groupe s'allonge pour dormir, il y aura toujours un cheval qui restera debout et en alerte. Pour une jument qui allaite, le besoin en eau est plus important que pour une jument sans poulain. Avec les années, les plus âgées ne seront plus fertiles et laisseront la place à celles qui suivent dans la hiérarchie et qui ont un poulain pour guider le groupe vers les points d'eau. L'organisation sociale des chevaux n'est pas fondée sur l'ambition individuelle. Son seul objectif est de protéger le groupe tout entier et d'assurer la survie de la harde. Bien que cette organisation sociale s'exprime de façon particulièrement évidente dans les hardes sauvages, on en retrouve les manifestations dans les relations entre des chevaux habitués à interagir avec l'homme. C'est pour cela qu'il est intéressant de connaître la place qu'occuperait un cheval dans une harde pour mieux cerner son caractère et ses codes de comportement. Cela nous permettra de mieux comprendre nos chevaux et de prendre les décisions les plus adaptées pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Un certain nombre de caractéristiques physiques permettent de distinguer les différentes races de chevaux. Certaines sont évidentes, d'autres requièrent une connaissance plus approfondie. Chez le cheval, la tête est l'une des parties qui présente le plus de traits distinctifs. De ce fait, une observation minutieuse de cette zone permet de déterminer les particularités de chaque race. La tête des chevaux est comprise entre la naissance de la mâchoire et le bout du nez. Selon les races, la face, la partie supérieure de la tête, peut être plus longue que la mâchoire inférieure, plus courte ou égale. Il est nécessaire de bien observer la base de la tête pour déterminer comment elle est attachée à l'encolure. Le point d'attache doit être harmonieux et fin. Les ganaches, elles, devront être larges et fortes, plutôt qu'étroites et peu prononcées. On dit que le profil d'un cheval est rectiligne quand la ligne supérieure du front et de la face est droite. Si le chanfrein est creusé, ou s'il existe une dépression au point où il rejoint le front, on dit que le profil est concave. Et quand la ligne supérieure de la tête dessine une courbe, on dit que le profil est convexe. Autre caractéristique à observer, la distance qui sépare les yeux. Certains chevaux ont un petit front et des yeux rapprochés. En général, on évite ce genre de conformation, car on préfère les animaux qui ont des yeux plus écartés, ce qui leur confère un champ visuel plus vaste. Cela donne à leur front une forme triangulaire. On estime que les chevaux aux grands yeux ont un angle de vision plus ample. Voilà pourquoi l'œil doit être grand et expressif, et ne pas donner l'impression d'être enfoncé dans le crâne. Les cils et les longues vibrisses qui entourent l'œil lui permettent d'éviter les plantes et branchages et le protègent des griffures et des lésions. Il ne faut jamais les couper. Le nez est aussi un signe distinctif d'une race à l'autre. Dans certains cas, il est petit, tout comme les naseaux. D'autres chevaux ont un nez plus grand et des naseaux très ouverts. Chez certaines races, le nez est large et donne à la tête un aspect rectangulaire.
Pour d'autres, il est plus petit et la tête fait davantage penser à un triangle. Les longues vibrisses présentes sur le nez et les lèvres permettent au cheval de palper ce qu'il mange ou boit, ou d'éventuels objets placés juste sous son nez et qu'il ne peut voir. Elles sont d'une importance vitale pour lui et ne doivent jamais être coupées. La lèvre inférieure doit bien soutenir la lèvre supérieure et former une ligne droite. Attention aux chevaux dont la lèvre inférieure dépasse la lèvre supérieure. L'animal est peut-être atteint de prognatisme. Néanmoins, un cheval peut tout simplement prendre l'habitude de placer sa lèvre ainsi, sans que ses dents ou sa mâchoire présentent le moindre défaut. Les oreilles varient considérablement d'une race à l'autre. Certaines sont courtes, larges à la base avec une pointe très droite. D'autres sont grandes, étroites à la base et leur pointe semble tourner vers l'intérieur, presque au point de se toucher. En général, on évite les oreilles trop longues à des fins esthétiques, mais cette particularité ne joue pas sur l'ouïe du cheval. Lorsque l'on observe la tête d'un cheval, il faut donc examiner les caractéristiques de la face, de l'attache tête-encolure, le profil, l'écartement des yeux, le nez, la bouche et les oreilles. Chacune de ces parties présente des traits particuliers propres à chaque race. En identifiant correctement chaque détail, on pourra sélectionner les individus qui s'adaptent le mieux à nos besoins, qu'on soit un simple passionné ou un professionnel. Quand on évoque les origines du poney Welsh, l'histoire semble rejoindre la légende. La présence d'un poney assez similaire au Welsh d'aujourd'hui a été attestée à l'âge de bronze, si l'on en croit des pièces de harnachement retrouvées dans la partie septentrionale du pays de Galles, qui auraient servi à mener cet animal, mors, brides et harnais. Le pays de Galles a une longue tradition de lutte contre son voisin immédiat, la puissante et dominatrice Angleterre, pour défendre son identité culturelle et son attachement au monde celtique. La langue, la culture, les dynasties, l'importance de l'agriculture et de l'élevage comptent parmi les traditions à travers lesquelles cette terre est restée liée à son passé. Malgré l'édit d'Henri VII ordonnant que soit éliminé tout cheval mesurant moins de 1,30 m au garrot, les poneys qui vivaient dans des régions isolées parvinrent à survivre à cette folie destructrice. Au fil des siècles, ces animaux furent employés dans les fermes, dans les mines de charbon et dans les postes. En raison des hivers rudes et de la pauvreté de la végétation, une lignée de poneys incroyablement forts et résistants se développa. Ils étaient aussi d'une intelligence remarquable. La sélection de la race et l'élevage, basés essentiellement sur l'utilité, a permis de développer et d'affiner notablement les caractéristiques de ce petit équidé, connu depuis les temps les plus reculés de l'histoire britannique. Le poney Welsh a la tête plutôt petite, des petites oreilles bien écartées, les naseaux ouverts, des épaules amples, un thorax bien développé et des membres relativement courts mais puissants. Il ne doit pas dépasser 1,37 m pour le Welsh B, 1,22 m pour le Welsh A ou Welsh Mountain. Remarquablement doué pour le saut, connu pour la légèreté de ses allures et la fluidité de ses déplacements, ce poney peut obtenir des résultats remarquables en compétition, à l'obstacle comme en dressage. Ses caractéristiques principales sont la robustesse, un caractère agréable, un modèle très harmonieux et une tête particulièrement expressive.
Grâce à sa légendaire adaptabilité, il a pu quitter les landes sauvages du pays de Galles pour être exporté dans de nombreuses régions du monde. Le Welsh est un des piliers de l'équitation à poney et fascine les cavaliers dès l'âge tendre. Toutes les robes sont admises. Les robes les plus prisées sont le palomino et le noir. Mais le blanc avec des crins châtains ou sable est également recherché. Les balsanes sont fréquentes ainsi que les marques en tête, listes ou étoiles. Si l'on décide d'acquérir un Welsh, il faut le choisir avec des yeux vifs, une queue attachée haut et portée gaiement, un poil fin, des antérieurs bien droits et des canons courts. Les plus beaux ont de grands yeux et un joli port de tête, signe de son courage. Le Welsh actuel est un animal raffiné et d'une grande beauté, avec un port aristocratique, mais qui a encore dans le sang la force et l'astuce caractéristique des animaux qui ont longtemps vécu en liberté. C'est une monture idéale pour l'équitation d'extérieur, fiable, naturellement douée pour le saut et qui n'a pas sa pareille à l'attelage. Le Welsh jouit d'une personnalité amicale et d'un caractère équilibré. Il a du tempérament, mais toujours en douceur et est naturellement docile. Il se soumet facilement à la discipline et respecte ceux qui le dirigent, jeunes ou moins jeunes, s'il est respecté lui aussi. Les poneys Welsh ont joué un rôle très important pour le développement de leur région d'origine. Ils sont inscrits dans la tradition et le cœur de ces terres, et surtout de leurs habitants. Grâce à plus de 100 ans de sélection avisée, les poneys Welsh conservent à la fois la rusticité et l'élégance qui sont l'âme de la race et qui témoignent de leur force irréductible, semblable à celle du dragon rouge qui orne le drapeau gallois. La pureté de la race a été établie par les éleveurs de tout le Royaume-Uni et le Studbook remonte à l'année 1901. L'endurance est une épreuve contre la montre où l'on teste la vitesse et la résistance des chevaux. L'objectif est d'obtenir que le cheval effectue un parcours extérieur précis en un temps record, tout en arrivant en bonne condition physique. Le cheval et le cavalier doivent coopérer et rester tous deux en bonne forme. Pour relever les défis imposés par cette discipline, savoir choisir une stratégie de course est indispensable. On a déjà vu des épreuves se dérouler dans le désert, sur des routes, sur les reliefs d'une campagne sauvage ou à l'ombre d'une montagne. Pour les épreuves d'endurance, on préfère des chevaux de grande taille, aux jambes longues et assez peu musclés. Tout cavalier peut participer s'il est bien entraîné et en bonne santé. Il existe deux catégories qu'on distingue en fonction de la distance à parcourir. Les épreuves qualificatives et régionales vont de 40 à 80 km. Les épreuves nationales et internationales de 120 à 160 km. Toutes les catégories se courent en plusieurs étapes, de 15 à 40 km, selon la distance totale de la course. Comme il vaut mieux ne pas trop charger le dos des chevaux, il est préférable que les cavaliers soient légers. Les selles actuelles sont en matériaux synthétiques et très légères. Filets, rênes et accessoires sont en plastique, très souples, non blessants et non irritants. Les sangles sont de préférence en néoprène. Il n'existe pas d'âge limite pour les cavaliers, contrairement aux chevaux. Un cheval doit avoir au moins 5 ans pour participer à une épreuve de qualification et au moins 6 ans pour une épreuve de rang national ou international. Mais en réalité, l'âge idéal d'un cheval pour ce genre d'épreuve
est de 7 ou 8 ans. Dans cette discipline exigeante, la priorité doit toujours rester la santé et le bien-être du cheval. Les vétérinaires officiels procèdent à un examen minutieux la veille de l'épreuve, après chaque étape et à la fin de la course. Si des problèmes physiques apparaissent, le cheval sera déclassé ou éliminé. L'examen consiste à mesurer la fréquence cardiaque et respiratoire, le degré de déshydratation, la mobilité intestinale, le temps de remplissage capillaire et à vérifier que le cheval se déplace bien. Il est interdit d'administrer des médicaments aux chevaux sans l'autorisation des vétérinaires. De son côté, le vétérinaire ne prescrira de médicaments qu'en cas de nécessité, ce qui entraînera l'élimination provisoire du cheval. À la fin de chaque étape, on enregistre le temps d'arrivée au vet gate, ou contrôle vétérinaire, où les concurrents ont entre 20 et 30 minutes pour présenter le cheval au vétérinaire. Pendant ce laps de temps, l'animal devra récupérer sa fréquence cardiaque de base, ou minimale, établie pour la course, qui est de 56 battements à la minute BPM pour les qualificatives et de 64 BPM pour les épreuves internationales. Même à la fin d'une étape, le chronomètre continue à courir tant que le concurrent n'a pas sa monture présentée au vétérinaire. Les équipes peuvent hydrater et rafraîchir le cheval avec de l'eau, le faire marcher, changer les fers ou lui administrer des électrolytes. Mais il est interdit de lui donner des médicaments. Si un cheval arrive en tête à la fin d'une étape et qu'un autre se présente d'abord au contrôle vétérinaire parce qu'il a récupéré plus vite, alors c'est ce dernier qui partira en premier pour l'étape suivante. Lors de ces contrôles, les positions se perdent ou se gagnent, en fonction du temps que les chevaux mettent à retrouver le nombre de pulsations qui correspondent à leur catégorie et être ainsi autorisés à continuer. Au cours de ces contrôles, les chevaux qui ne récupèrent pas leur rythme cardiaque de base dans le temps imparti peuvent être éliminés. Le cheval qui gagne est celui qui va le plus vite, qui récupérera le plus rapidement et donc perd le moins de temps au contrôle vétérinaire. Le niveau de préparation du cheval, tout comme l'adresse et la stratégie du cavalier, sont décisifs dans le résultat final. Cette discipline d'endurance consiste à tirer le maximum du cheval tout en veillant à sa bonne forme physique et non à gagner à tout prix en le poussant au-delà de ses possibilités. Voilà pourquoi les contrôles sont si rigoureux. La disqualification fait partie intégrante de l'esprit de ce sport et ne doit pas avoir de connotation négative pour le cavalier. Actuellement, au niveau international, les meilleurs réalisent une moyenne de 17 km/h sur des parcours de 160 km. L'endurance est une épreuve très exigeante, mais le défi réside justement dans la difficulté d'aller jusqu'au bout d'une course de longue distance et de la remporter sans épuiser son cheval. Tout jeune, un poulain apprend grâce à sa mère à trouver les meilleurs pâturages, une herbe riche et l'eau la plus fraîche. Lorsqu'on déplace un cheval, surtout vers une région urbaine, il peut avoir du mal à s'habituer à l'eau traitée et chlorée dont son odorat détecte toutes les subtilités. Il peut refuser tout à fait de boire, car son instinct lui dit que cette eau n'est pas potable. C'est pourquoi il est sage d'habituer de bonne heure le cheval à boire des eaux de diverses provenances. On peut mélanger régulièrement et en quantité de plus en plus importante de l'eau prise au robinet en ville à celle de son abreuvoir. Si le cheval n'a jamais mangé d'aliments industriels, il est possible qu'il les refuse, car ils ne lui rappellent en rien les pâturages qu'il a connus. Dans ce cas, il est conseillé de le placer dans un enclos avec un autre cheval assez conciliant qui a déjà mangé ce genre d'aliments. On les laisse ensemble et on remplit leur mangeoire. Le cheval déjà habitué va manger et l'autre, poussé par la curiosité, essaiera à son tour. Il peut arriver que l'ancien menace le nouveau pour ne pas avoir à partager la ration.
Dans ce cas, on les attachera assez courts, de manière à ce que le second ne puisse pas être chassé. Si cela est impossible, ou si l'on ne veut pas que les chevaux se battent pour la nourriture, il est recommandé de préparer une infusion de foin. Une fois qu'elle a refroidi, on l'utilise pour humidifier les aliments. L'odeur du foin va attirer le cheval et le pousser à manger, et donc à goûter les granulés. Les poulains élevés par leur mère dans un box ont appris à se nourrir dans la mangeoire et goûteront pratiquement tout ce qu'on leur propose. Dans ces cas-là, si l'on voit que le cheval refuse de manger, il ne faut pas insister. Les chevaux, dotés d'un odorat très développé, sont capables de sentir si un aliment n'est plus bon, ce qui est souvent la cause d'un refus. On ne le remarque pas toujours, mais il arrive que les aliments aient pris l'humidité et que des moisissures ou une fermentation se soient développées. Ils peuvent aussi être rances ou avoir été stockés à proximité de substances chimiques. Il est important de ne pas mettre en doute l'odorat du cheval. Il faut simplement remplacer les aliments. Si l'on souhaite que notre cheval mange des carottes et qu'il refuse, on peut râper celles-ci et les incorporer à sa nourriture quotidienne. Le cheval ne parviendra pas à trier les fines lamelles de carottes et découvrira donc leur saveur. Petit à petit, on pourra couper des morceaux de plus en plus gros, tant que le cheval peut les manger aisément. On peut utiliser une méthode similaire avec le sucre ou toute autre friandise destinée à le récompenser. Il faut les morceler dans la ration jusqu'à ce qu'ils se familiarisent avec leur goût et les apprécient. Cette technique permet de nourrir notre cheval avec les aliments les plus sains. Nous pourrons ainsi le récompenser avec ce qu'il aime et entamer ainsi une véritable relation d'amitié. Connaître le poids de notre cheval est très utile pour lui administrer la bonne dose de médicaments ou pour calculer la ration alimentaire quotidienne. Il est très facile de mesurer les différentes parties du corps du cheval. Mais comment calculer son poids si l'on n'a pas de balance? De fait, beaucoup des médicaments que l'on administre au cheval doivent être dosés en fonction de son poids. Savoir calculer ce dernier peut éviter des erreurs, de sur- ou de sous-dosage des produits. Les vermifuges, les compléments alimentaires, les antibiotiques et les anesthésiques, entre autres, doivent être dosés avec la plus grande précision possible. Il a été démontré que le poids du cheval est directement proportionnel à son périmètre thoracique, c'est-à-dire, en d'autres termes, son tour de poitrine. Pour connaître son périmètre thoracique, munissez-vous d'un mètre-ruban gradué, de préférence plat et souple. Placez le ruban juste derrière le garrot, laissez-le glisser et rattrapez son extrémité sous le passage de sangle. Assurez-vous qu'il est bien à plat et n'a pas tourné sur lui-même, ce qui fausserait la mesure. Ramenez l'extrémité vers le garrot pour faire un tour complet du thorax. Normalement, le ruban doit passer sous le sternum, derrière le coude, où d'habitude on fait passer la sangle. Il faut simplement superposer l'extrémité bien à plat sur le ruban sans serrer le thorax. Pour plus de précision, il est préférable de procéder plusieurs fois à la mesure, jusqu'à être bien sûr du résultat. En cas de doute, on se réfère toujours à la mesure la plus basse. On note donc le chiffre en dessous et non le chiffre au-dessus. Quoi qu'il en soit, la différence serait de l'ordre du demi-centimètre. Nous avons maintenant une mesure en centimètres. Il faut appliquer à la valeur obtenue une petite formule. Périmètre thoracique au cube en mètres, multiplié par 80.
Le résultat donnera le poids de l'animal en kilogrammes. L'estimation est approximative. En effet, la tête, les membres postérieurs et l'encolure ont un poids très variable d'un cheval à l'autre, indépendant du périmètre thoracique. Mais de cette façon, nous obtiendrons néanmoins une idée assez exacte du poids de l'animal. Pour prouver l'efficacité de cette méthode de calcul du poids, différentes démonstrations ont été faites. Nous allons donner tout de suite quelques exemples. Le premier cheval a un périmètre thoracique de 1,83 m. Si on applique la formule, ce tour de thorax donne pour résultat un poids de 490,27 kg et le poids réel sur la balance est de 504,200 kg. Une différence de 13 kg 900 g, soit 2,6 %. Pour le deuxième cheval, le périmètre thoracique est de 1,78 m. Le résultat de la formule donne 455 kg et le poids réel sur la balance est 515 kg. Une différence de 60 kg, soit une marge d'erreur de 11,5 %. Chez le troisième cheval, le périmètre thoracique est de 1,83 m. Le résultat de la formule est 490,27 kg et le poids réel sur la balance est 484,90 kg. Une différence de 5,37 kg, erreur de 1,1 %. Chez le quatrième cheval, le périmètre thoracique est de 1,70 m. Le résultat de la formule est 393,04 kg et le poids réel sur la balance est 406 kg. Une différence de 12,96 kg, erreur de 3 %. En conclusion, la marge d'erreur moyenne ne dépasse pas 4,5 %. C'est donc la preuve qu'avec ce système, il est possible de calculer sans balance le poids approximatif d'un cheval. L'essentiel est de pouvoir déterminer si, entre l'alimentation qu'il reçoit et le travail qu'il fait, un cheval prend ou perd du poids. Il sera ainsi possible de faire les rectifications nécessaires avant d'être confronté à des problèmes d'état plus sérieux. Voici donc un instrument que vous pourrez désormais utiliser pour le bien de votre cheval. Depuis le jour où l'homme a commencé à utiliser le cheval comme moyen de transport, il a cherché à améliorer son confort en créant des attelages de travail, de locomotion pour les personnes et de compétition. Les concours d'attelage sont de plus en plus répandus depuis quelques années et de ce fait, l'offre et la demande de voitures d'attelage a augmenté. Actuellement, on trouve des voitures tirées par 2, 3, 4 et jusqu'à 6 chevaux selon les modèles. On trouve l'attelage à brancard, à timon ou combiné. Lorsqu'il s'agit d'un attelage à un seul cheval, on utilise des brancards entre lesquels se place l'animal. L'avantage est que la voiture accompagne parfaitement les mouvements du cheval, qu'il ralentisse, accélère ou tourne. Quand la voiture prend de la vitesse et qu'elle roule sur des trous et des dénivellations, c'est le corps du cheval attaché au brancard qui stabilise l'ensemble et l'empêche de tanguer. En revanche, le brancard limite les mouvements latéraux du cheval, ce qui explique pourquoi il a du mal à s'habituer à ce genre d'attelage. Dans le cas d'un attelage avec un timon, on place un cheval de chaque côté de celui-ci. Ce système permet d'augmenter le nombre de chevaux et par là même la puissance. En outre, il laisse plus de liberté et d'indépendance aux chevaux. Mais ici, c'est la conduite qui est délicate, car il faut parvenir à coordonner la sensibilité, le caractère et le rythme de chaque cheval. Pour un attelage en tandem, les deux chevaux sont l'un derrière l'autre sur la même ligne. Le palonnier peut avoir différentes formes. De nos jours, il est souvent muni d'un système qui permet de le régler en hauteur et évite une trop grande rigidité. La volée est le point où la force de traction est la plus importante. Les ressorts ou les suspensions doivent être suffisamment souples pour permettre d'amortir les chocs causés par les irrégularités du terrain.
On déconseille aussi bien des suspensions trop dures qui répercutent les chocs sur le cocher et les occupants que des suspensions trop souples ou abîmées par le travail ou l'usure, qui endommagent la voiture. Le système de freinage permet d'arrêter la voiture et assiste les chevaux dans les pentes fortes ou prolongées. Les freins sont à tambour ou à disque, ces derniers étant les plus modernes et les plus fréquents de nos jours. Les supports doivent être bien fixés à l'arbre et les disques doivent permettre une prise sûre sur la roue. Les amortisseurs doivent pouvoir résister aux branches et aux pierres, et le récipient du niveau de liquide de frein doit être facile d'accès afin qu'on puisse le remplir sans difficulté. Un bon attelage doit pouvoir être aisément mené par une seule personne. Une bonne installation et un bon entretien des structures permettent à l'arbre de direction de ne pas trop subir de pression excessive en cas de freinage et au ressort de ne pas se rompre, tout comme le support qui les relie à l'arbre. De nos jours, on utilise des harnais à collier ou à bricole. Les voitures doivent pour cela être dotées de balanciers suffisamment résistants pour supporter la force à laquelle ils sont soumis. Ces balanciers doivent également permettre un mouvement d'oscillation. Parfois, ils sont munis d'un anneau qui facilite l'usage des mousquetons de sécurité. Une bonne maîtrise des éléments qui composent les voitures d'attelage modernes permet d'en connaître les avantages comme les points faibles au moment de la course. L'utilisation de nouveaux matériaux, légers et résistants à la fois, accroît la concurrence entre les fabricants. Ces progrès multiplient les exigences et améliorent considérablement le niveau des concours. Enseigner le dressage à un cheval est une tâche infinie. Tant que l'animal est en bonne santé physique et mentale, on peut lui apprendre de nouvelles figures et de nouveaux mouvements. C'est lui qui posera les limites. Passé les premières phases durant lesquelles on lui enseigne les exercices de base du dressage, et une fois qu'il est capable de se déplacer avec aisance et équilibre aux 3 allures, on peut poursuivre en abordant des figures plus complexes et bientôt des airs de haute école. Il faut être capable de lui faire exécuter d'abord les mouvements de basse école, en utilisant l'impulsion, un bon contact et de la douceur, sans que le cheval entre en défense. À ce stade, on dispose des outils nécessaires. Pour exécuter le passage, le cheval doit être capable de livrer un trot d'école avec beaucoup de légèreté et d'impulsion. À un certain point de l'exercice, on remarque que le trot devient si élastique que chaque foulée ressemble à un saut, les membres restant un instant suspendus. Le cavalier doit contrôler le rythme du cheval par l'action de ses jambes et de ses mains, dosant subtilement l'impulsion et la retenue. Pour un beau passage, la cadence doit être assez lente pour que le temps de suspension soit marqué. Le cheval doit rester bien rassemblé pendant tout l'exercice. Chaque diagonale qui touche le sol s'élève avec énergie avant que l'autre se pose. Ainsi, pendant un bref instant, le cheval semble voler. Les étalons en liberté adoptent souvent le passage devant leurs juments pour faire valoir leur force et leur beauté et les séduire. S'il est bien exécuté, le piaffe est un mouvement durant lequel le cheval adopte et maintient le pas pratiquement sans avancer. Les antérieurs s'élèvent jusqu'à ce que les avant-bras soient perpendiculaires au sol. Les hanches s'abaissent pour permettre aux postérieurs de s'engager sous la masse, amortissant le mouvement et fournissant l'énergie nécessaire. La tête est ramenée, l'encolure haute et la nuque décontractée.
On dit que le piaffe était autrefois un air utilisé au combat pour maintenir les animaux sur place, mais prêts à réagir de façon fulgurante. En général, on obtient le piaffe en réduisant l'amplitude à partir du passage. Le pas espagnol n'est pas un air de haute école, mais un pas d'école. Les étalons s'y livrent volontiers en liberté face à d'autres étalons ou à des juments. Dans le pas espagnol, chaque antérieur s'élève et s'étend à tour de rôle, de façon spectaculaire. Le cheval doit en principe conserver un rythme régulier et élever également les deux membres. Les postérieurs maintiennent l'impulsion et restent engagés pour éviter que l'animal creuse le dos. Le pas espagnol s'enseigne à pied. Si on touche le membre antérieur avec une badine, le cheval le lève pour se débarrasser de cette sensation agaçante. Si nous continuons à le stimuler, le cheval commencera à lancer la jambe en avant. La courbette était autrefois une figure de combat utilisée pour protéger le cavalier des coups de lance, le cheval faisant office à la fois de bouclier et d'arme. Le cheval se lève presque verticalement sur les postérieurs et donne une grande poussée sur la demande de son cavalier. Il faut faire attention de ne pas mettre un contact important sur les rênes, car un cheval manquant de sûreté risque de basculer en arrière. On appelle pirouette le mouvement durant lequel l'avant-main se déplace au galop en tournant autour du postérieur intérieur, qui reste sur place, et fait office de pivot, tandis que le postérieur extérieur maintient l'impulsion. Le cheval doit savoir pirouetter sur les deux pieds, galopant sans avancer ou sortir du périmètre sur lequel il a commencé à tourner. Chez un cheval bien dressé, la cadence est fondamentale. Les changements de pied au galop découlent de la recherche d'équilibre et de cadence de la part de l'animal. On peut demander des changements de pied tous les 4, 3 ou 2 temps. Quand le mouvement arrive à sa plus belle expression, le cheval change de pied à chaque temps du galop. C'est ce qu'on appelle justement le changement de pied au temps. Peut-être, sachant qu'il est possible d'atteindre de tels niveaux de perfection et de difficulté avec les chevaux, certains seront tentés de repousser de nouvelles limites.